saviez-vous? Le saviez-vous? La plus vieille ampoule au monde, encore en fonctionnement à plus d'un siècle. 114 ans d'ailleurs actuellement pour être précis. Installée en 1901 dans une caserne de pompiers située à Livermore en Californie, celle-ci n'a presque jamais été éteinte de toute son histoire. Son secret de longévité suscite encore aujourd'hui moult théories. Quoi qu'il en soit, vraisemblablement pas d'obsolescence programmée pour cette ampoule qui, selon estimation, pourrait encore bien durer des milliers voire des millions d'années. Et si vous voulez en savoir plus et voir celle-ci éclairer votre écran en direct, n'hésitez pas à aller sur le site officiel de la caserne qui se trouve dans la description. Le saviez-vous? La carte de visite d'Al Capone affirmait qu'il était vendeur de meubles d'occasion. Ce qui était vrai dans un certain sens si on considère les cercueils comme des meubles. Ok, je sors. Le saviez-vous? Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a essayé d'entraîner des chauves-souris à larguer des bombes. Baptisé projet X-Ray, celui-ci consistait en fait à équiper les chauves-souris d'une charge de napalm d'une vingtaine de grammes environ, les chauves-souris ayant la particularité de pouvoir porter plus que leur propre poids, pour ensuite larguer ces mêmes chauves-souris par paquet d'1 million au-dessus de villes incendiées, ce à l'aide d'une dizaine de bombardiers. Et vous savez quoi? Le projet était opérationnel. En fait, plusieurs essais fructueux sur des répliques de villes japonaises avaient été menés, mais celui-ci fut finalement relégué au second plan pour laisser place à la bombe atomique, jugée plus efficace pour mettre fin rapidement à la guerre. Mais ce ne furent pas les seuls animaux utilisés lors de cette guerre. Le saviez-vous? Et oui, on note aussi que les phoques avaient été utilisés lors de celle-ci, ce par les Suédois, dans le but d'attaquer des sous-marins allemands. Une technique maritime révolutionnaire à l'époque, qui ouvra la voie à bon nombre d'expérimentations dans le domaine, donnant par exemple naissance aux dauphins des mineurs par les Américains. Car oui, de nos jours encore, la Navy utilise bon nombre de mammifères marins, comme par exemple les otaries ou les dauphins, ceux dans des opérations de récupération marine ou de déminage. Le saviez-vous? Bien que présente en Europe dès la fin du XVIe siècle de par les Amériques, la patate, ou plus autrement appelée la pomme de terre, mit près de 2 siècles à s'implanter dans les habitudes de la population européenne. La faute aux fausses croyances populaires de l'époque, j'explique. En effet, elles furent pendant longtemps classées parmi les truffes ou encore les mandragores, des plantes souterraines. Et il faut le savoir, à cette époque, les plantes souterraines étaient en fait au plus bas de l'échelle des êtres vivants, de ce que l'on appelait la Scala Naturae, ou littéralement l'échelle des êtres, un ordre de l'univers établi au Moyen-Âge qui hiérarchisait tous les éléments de celui-ci, de terrestre à céleste. Les plantes souterraines étant donc au plus bas de l'échelle, proche de l'enfer, et synonyme donc de mortification alimentaire pour les gens de l'époque, considérés par conséquent comme impurs à la consommation humaine. Merci les superstitions. Vous vous en doutez donc, l'église n'encourageait donc pas vraiment sa consommation, d'autant plus que celle-ci ne touchait aucun impôt dessus. Ainsi, bien que utilisée dans certains pays à des fins médicinales et présente dans quelques jardins et cours royales, il faudra bien attendre le XVIIIe siècle, soit près de 200 ans, et bon nombre de famines combinées aux idées révolutionnaires pour que sa consommation commence à se faire parmi le peuple, ce au gré des superstitions et des préjugés qu'elle avait acquis durant toutes ces années. Voilà, je vous ai fait l'histoire de la patate en Europe en 2 minutes, merci beaucoup. Le saviez-vous? Le homard est théoriquement immortel. Et oui, en fait, celui-ci sécrète de façon permanente une enzyme nommée télomérase, une enzyme qui a la particularité de renouveler les télomères de chacun des chromosomes compris dans la totalité des cellules de son organisme. Bon, pour faire simple, ce phénomène chimique entraîne en fait une duplication infinie des tissus du homard, rendant ainsi impossible sa mort par vieillissement. Mais hélas pour lui, ce n'est pas le cas de son exosquelette qui lui finit par vieillir, entraînant sa mort, souvent accélérée par ailleurs par son environnement sensible à la pollution. Sa vie s'élevant au final à un seul petit siècle. Mais ce n'est pas la seule petite bestiole à avoir cette particularité. Et oui, le saviez-vous? Il existe aussi des méduses capables littéralement de rajeunir. Connues aussi sous le nom de méduses immortelles, les espèces Thyropsis nutricula et Thyropsis dorni possèdent en effet cette étonnante particularité qui leur permet de ne jamais mourir de vieillesse. Mais malheureusement pour elles, elles sont extrêmement sensibles aux maladies et aux prédateurs. Et enfin, heureusement pour nous, j'ai envie de dire, parce que sans cela, elles auraient envahi les océans depuis longtemps. Le saviez-vous? En 1859, un habitant excentrique de San Francisco, prénommé Joshua Norton, s'autoproclama empereur des États-Unis sous le nom de Norton Ier. Ainsi commença le noble règne d'une durée de 21 ans de Norton Ier, autoproclamé empereur des États-Unis et protecteur du Mexique sur l'Amérique. Un règne qui, il faut le préciser, n'a eu tout de même aucun précédent dans l'histoire antérieure et aussi aucun équivalent dans l'histoire ultérieure, et d'ailleurs aucune inséquence du tout dans l'histoire majeure. Oui, bref. Peu à peu apprécié par la population locale, il réussit, bien que sans le moindre sou, à vivre, comme un empereur. Il avait ainsi par exemple des places dédiées dans les grands spectacles de la ville, ainsi que dans ses meilleurs restaurants où il pouvait venir manger à l'œil. Les établissements apposaient d'ailleurs
d'ailleurs eux-mêmes une plaque avec écrit « Par autorisation de sa majesté impériale, l'empereur Norton Ier des États-Unis ». Par la suite, il créa lui-même des billets à sa propre effigie d'une valeur de 50 cents à 10 $, ce pour régler ses dettes. Et pas fou hein, je devrais essayer d'ailleurs. Billets qui devinrent une véritable monnaie locale reconnue et acceptée par la plupart des hommes d'affaires de San Francisco. J'aurais vraiment dû essayer. Passant donc ses journées à inspecter son domaine royal, comme il l'appelait, c'est-à-dire les rues de San Francisco, il devint peu à peu, pour ainsi dire, la mascotte de la ville et fut même officiellement recensé comme empereur par la suite en 1870. À la fin de sa vie, bien que nombre de rumeurs circulaient sur sa personne, comme par exemple qu'il fut le fils caché de Napoléon III ou encore qu'il voulait épouser la reine Victoria, on découvrit après sa mort que sa fortune totale ne s'élevait qu'à 7 $. On retrouva par ailleurs chez lui tout ce qu'il possédait, soit rien, si ce n'est son sabre avec ses habits d'empereur, complété par sa magnifique collection de bâtons de marche qu'il utilisait pour ses inspections impériales. Et enfin ses quelques correspondances avec la reine Victoria, parce que oui, Norton avait effectivement réussi à se faire connaître jusqu'à pouvoir parler avec la reine d'Angleterre. Sûrement un complot pour attacher l'Amérique à l'Angleterre, tout ça. Ainsi que 1 098 325 actions dans une mine d'or sans valeur, ce qui est parfaitement logique avec tout le reste. Lors de ses funérailles, devenu une véritable célébrité, près de 30 000 personnes accompagnèrent son cortège jusqu'au cimetière des francs-maçons de San Francisco. Et le lendemain, le 11 janvier 1880, le ciel était obscurci par une éclipse solaire totale. Oh mon Dieu! Ainsi s'acheva la vie de Norton Ier, empereur des États-Unis et protecteur du Mexique, l'unique empereur de l'histoire des États-Unis. Comme quoi...